Alors plongeons directement dans un sujet absolument fascinant. Le monde du design numérique est souvent dominé par des interfaces hyper lisses, ultra modernes et, disons-le, parfois un peu froides. Mais que se passe-t-il si on décide de fusionner une esthétique vieille de plusieurs siècles avec l'une des structures d'interface les plus contemporaines? Aujourd'hui, on va décortiquer un document d'une richesse incroyable, le design system généré par IA, connu sous le nom de Pixel 00. C'est un croisement totalement inattendu entre la Dark Academia, cette ambiance imprégnée de vieux livres, de bibliothèques sombres et de mystères, et la grille Bento, cette mise en page modulaire ultra rigide qu'on voit un peu partout aujourd'hui. On va analyser tout ça exactement comme s'il s'agissait d'une véritable passation de design professionnel pour en extraire toute la logique et la bouteille. Pour bien structurer cette exploration, on va suivre un plan en 6 étapes rapides. D'abord l'identité visuelle, puis les couleurs et la typographie, la grille Bento et ses composants, le mouvement et l'animation, l'imagerie et enfin les fameuses règles d'or du design. Commençons par la toute première étape, l'identité visuelle, pour bien cerner la philosophie du projet. Avant même de parler de pixels ou de lignes de code, il faut absolument comprendre l'intention de départ. L'idée, c'est de capturer l'atmosphère d'une bibliothèque centenaire, mais de l'encapsuler dans une interface à la précision chirurgicale. Il y a une dualité saisissante ici. D'un côté, on a l'analogique, l'histoire, la matière, et de l'autre, on bascule dans la rigidité numérique absolue. Et c'est exactement cette tension permanente entre le chaos texturé du passé et l'ordre implacable de la technologie qui rend le concept si captivant. On passe maintenant aux fondations mêmes, les couleurs et la typographie, qui sont vraiment les atomes de cette interface. C'est en regardant ces variables de base qu'on se rend compte de la poésie du projet. Dans une charte graphique classique, on a l'habitude de voir des noms très cliniques comme bleu primaire ou gris accent. Ici, les codes hexadécimaux les plus stricts sont traduits par des noms ultra sensoriels. Le code #2C1111, par exemple, devient du vieux cuir Oxford. Le fond noir intense est baptisé Nuit de solstice. Et on a même de la feuille d'or ternie. La poésie rencontre littéralement la programmation. Chaque couleur est pensée pour évoquer une matière physique, ce qui donne vraiment l'impression de plonger dans un cabinet de curiosité. Et pour la typographie, c'est exactement le même choc des cultures. Les grands titres utilisent Playfair Display, une police à empattement qui respire l'élégance éditoriale classique, un peu comme les vieux journaux. Mais pour le corps du texte et les données, le système impose JetBrains Mono, une police à chasse fixe, très mécanique, typiquement utilisée par les développeurs. Marier la littérature classique avec l'esthétique brute de la donnée, c'est audacieux et ça renforce parfaitement cette fameuse identité Dark Academia croisée avec la rigueur numérique. Ce qui nous amène à la troisième étape, comment tout cela s'assemble à travers les composants et l'architecture de la grille Bento. Le secret de cette architecture tient en un seul chiffre, 8 pixels. Il n'y a absolument aucune place pour l'aléatoire ou l'approximation. Les marges, les espaces, les tailles des boutons, tout est calculé et ancré sur cette unité mathématique stricte de 8 pixels. Cette rigidité crée un rythme invisible, ça apaise l'œil et ça garantit que chaque petit élément va s'emboîter avec cette fameuse précision chirurgicale. Sur cette base de 8 pixels vient se déployer une grille de 12 colonnes. Et c'est là que le terme bento prend tout son sens. L'interface est découpée en blocs stricts et asymétriques de 3, 4, 6 ou 8 colonnes, sans aucune exception. Avec une largeur maximale verrouillée à 1280 pixels et une gouttière de 24 pixels qui ne se réduit jamais pour bien marquer la séparation, on obtient une mise en page d'une organisation totalement clinique. Chaque donnée possède sa propre petite vitrine dédiée, comme dans une archive numérique parfaitement classée. Mais alors, comment empêcher cette grille de paraître trop froide? Eh bien, la réponse se trouve dans le traitement physique des cartes. On oublie complètement les lueurs néons ou les ombres douces et modernes. Ici, les ombres sont denses, très nettes, projetées sur un fond sombre pour donner un effet de superposition vraiment lourd. Et le détail de génie, c'est l'utilisation d'une petite lueur interne d'un seul pixel. C'est une technique CSS assez courante, mais elle est détournée ici pour simuler le reflet de la lumière sur la tranche d'un vieux meuble en acajou. Réussir à raconter une histoire jusque dans le code CSS, c'est tout simplement brillant. Passons maintenant à la quatrième étape qui ajoute une dimension temporelle, le mouvement et l'animation. Dans le web d'aujourd'hui, l'animation rime très souvent avec des petits rebonds ludiques et beaucoup d'élasticité. Là, la philosophie prend le contre-pied total. Le mouvement est pensé pour être lourd, mécanique, presque analogique. Il faut s'imaginer l'ouverture d'un gros tiroir en chaîne ou le chargement d'un vieux microfilm. Un excellent exemple, c'est l'effet ink bleed. Au lieu d'un banal fondu enchaîné numérique, le texte apparaît en mélangeant subtilement l'opacité et le flou. Ça recrée l'illusion parfaite de l'encre qui s'imprègne et bave doucement dans les fibres d'un vieux parchemin.
Ensuite, cinquième étape, les règles visuelles entourant l'imagerie et l'iconographie. Il est évidemment hors de question de glisser n'importe quelle photo ultra colorée dans cette grille. Les règles sont drastiques. On impose des ratios très précis, comme le 4:5, pour rappeler la verticalité naturelle des vieux livres. Les images subissent une désaturation massive de 85%, un virage sépia et même l'ajout d'un grain argentique. Du côté des icônes, on utilise des lignes géométriques ultra fines d'1,5 pixel. L'objectif est limpide, s'assurer que chaque image, chaque icône ressemble davantage à une archive du 19e siècle qu'à un élément web moderne. On arrive à notre sixième et dernière étape, les fameuses règles d'or, les commandements stricts de ce design. Cette comparaison résume parfaitement la tension créative de tout le projet. D'un côté, ce qu'il faut faire, sans aucun compromis, un alignement parfait au pixel près, l'usage obligatoire de police mécanique pour les données et des marges généreuses pour laisser respirer l'ensemble. Et de l'autre, les interdictions formelles, zéro dégradé multicolore, aucun arrondi exagéré qui viendrait casser la sévérité visuelle, et surtout ne jamais, au grand jamais, briser la grille. C'est précisément l'acceptation de ces contraintes extrêmes qui donne à cette identité une force de frappe aussi inébranlable. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de toute cette analyse? Comment ce mariage improbable entre une modularité stricte et une esthétique ancienne redéfinit-il notre approche du web design? En fin de compte, le système Pixel 00 est bien plus qu'un simple exercice de style. En s'imposant des contraintes narratives fortes, en traitant le code comme de la véritable ébénisterie numérique, ça prouve que l'hyperstructure n'est pas forcément l'ennemi de l'émotion. C'est une belle leçon qui invite à repenser la façon dont les outils ultramodernes peuvent être sculptés pour raconter des histoires intemporelles. Comme quoi, les contraintes créatives restent sans doute le meilleur moteur pour l'innovation.